ville qui est sur une presqu'île. Et la Médina elle-même fait à peu près 1 millier de maisons. Et elle est soumise à des transformations accélérées que l'on regardera tout à l'heure. Alors, quelques éléments pour introduire cet exposé. D'abord, cela se situe dans un cadre pédagogique assez précis, puisqu'il s'agit initialement d'un projet en coopération dans lequel est impliquée l'école d'architecture de Nantes et qui va impliquer un certain nombre d'établissements supérieurs en Tunisie. Il faut insister sur le fait que ce ne sont pas que des étudiants en architecture qui seront impliqués là-dedans. Il y aura des étudiants en cinéma, il y aura des étudiants en sciences sociales, donc des étudiants en histoire de l'art. Donc il y aura un certain nombre d'institutions différentes qui sont impliquées là-dedans. Et c'est une expérience qui va se passer en 2 étapes. Dans un premier temps, une série d'enquêtes sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure de 97 à 99. Et la maison laboratoire proprement dit, c'est de 99 à 2002, à raison de 2 sessions par an. Alors, en dehors du cadre pédagogique d'échange, on a aussi un cadre d'interaction élargi. Ça n'est pas qu'un projet pédagogique. C'est aussi un projet qui implique naturellement les habitants de Mahdia. On va voir comment. Depuis ce matin, on parle beaucoup de participation. On verra ce qui se passe à Mahdia. Et puis c'est un projet qui va impliquer les professionnels locaux. Qu'il s'agisse des professionnels architectes, ingénieurs, ou qu'il s'agisse des maçons et des compagnons. C'est aussi un projet qui implique plusieurs partenaires qui vont se réagencer, qui vont un peu bouger pendant ces années assez nombreuses. Donc d'une part l'école d'architecture de Tunis, d'autre part l'école d'architecture de Nantes, ensuite l'association de sauvegarde de la Médina, de Mahdia, et l'UNESCO décidera de patronner ce projet de maison laboratoire. Bon, la Médina, j'en ai parlé, et la dernière chose, c'est que ce qui va se passer, c'est qu'on va tomber, entre guillemets, sur une maison qui est une maison menacée, qui est une maison qui doit être détruite, et l'intérêt de cette maison qui va nous servir un peu de prétexte, c'est qu'il y a une grosse discussion pour savoir si cette maison a ou pas une valeur patrimoniale. Autrement dit, faut-il la détruire parce qu'elle n'a aucune valeur, ou faut-il la conserver, comment et au nom de quoi? Voilà, c'est un peu la question qui se pose, et je transmets la parole à Agnès de Boudet. Alors, en fait, nous avons travaillé durant ces 3 années essentiellement sur une espèce de tension, une dialectique entre, d'une part, certaines exigences de réalisation qui étaient portées localement, qui étaient en tout cas demandées ou souhaitées localement, et d'autre part, un constat, qui est un constat en contre-pied que nous avons fait, qui est un constat plutôt universitaire, que la réhabilitation, en fait, ça ne marche pas. Bien souvent, ça ne prend pas, parce que les outils réglementaires sont trop complexes, sont trop coûteux, et parce qu'il y a des tas de difficultés de mise en œuvre que tout le monde connaît bien ici. Et donc, nous avons voulu tenter une expérience en accord avec la municipalité et la SM, etc., pour mettre en tension cette question de la réhabilitation et celle de la transformation de l'habitat. Car le constat, c'est que l'habitat se transforme inexorablement et très très vite. Sous une pression et une demande extrêmement forte des habitants, et si l'on ne considère, si l'on ne prend pas au sérieux cette transformation, le fait que la ville, en tout cas la ville au Maghreb est en transformation, en mutation extrêmement rapide, on rate en général le tournant de la réhabilitation. Donc nous avons voulu réconcilier en fait ce principe, ces 2 principes, ces questions, à partir d'une compréhension un peu élargie, d'abord, des raisons pour lesquelles, malgré tout, malgré les interdictions et gravant certaines difficultés matérielles, les habitants transforment l'habitat. Et nous avons décidé que nous ne pourrions pas commencer d'action en participation avec qui que ce soit avant d'avoir compris. Ça, c'était le point de départ. Et ce point de départ a duré finalement 2 ans d'enquête avec différentes promotions d'étudiants, enquête à passage répété, et d'enquête qui ont pris la forme d'abord essentiellement de monographies très détaillées de maisons dans le temps. C'est-à-dire que des monographies, j'insiste, qui sont à la fois architecturales et sociales, voire sociologiques.
finalement, s'il y avait une seule idée à retenir, c'est que nous n'avons pas voulu esquiver les contradictions qui pèsent sur la réhabilitation ou sur la transformation du système bâti. Au contraire, nous avons voulu les comprendre et les assumer ou les mettre à jour. Donc, voir quelles étaient les représentations contradictoires du bâti ancien chez les habitants et chez les parties prenantes de cette vie ancienne. Certains veulent réhabiliter, certains veulent préserver, d'autres veulent démolir, aller habiter ailleurs. La dimension même des oppositions très fortes entre hommes et femmes sur ce qu'on doit faire du bâti ancien, entre jeunes et anciens, etc. Et tout ça, on a voulu comprendre. Alors, l'autre chose, c'était évidemment relever les différents problèmes de dégradation, mais aussi les atouts et les ressources, bien entendu, de ce bâti, et des systèmes d'habitat que l'on peut y trouver. Et troisièmement, mettre en relief la diversité urbaine, sociale et typologique de ce bâti. On part souvent des constats assez uniformes que les médinas sont uniques et que finalement que les tissus anciens traversent des problèmes identiques. Et en fait, à l'examen, on se rend compte que dans cette ville qui avait souvent été étudiée d'abord par Serge Chantelly sous un aspect strictement patrimonial, on se rend compte qu'il y a des sous-quartiers, des quartiers très populaires, il y a des quartiers plus ou moins aristocratiques. Ça ne fonctionne pas de la même façon. Il est impossible de réfléchir avec des outils similaires sur des segments et des morceaux de quartier qui au fond, n'ont pas les mêmes caractéristiques. Mais il faut d'abord étudier pour comprendre ces caractéristiques, et tout ça a été à faire. Alors, au fil de ces enquêtes, nous découvrons donc de plus en plus que la ville est un véritable chantier et que les ambitions de la municipalité de faire classer cette ville au patrimoine mondial allait bientôt s'effondrer aussi vite que certaines maisons, dans la mesure où la mutation, elle, allait bon train, passant, on va passer de la ville disons, d'un niveau rez-de-chaussée à la ville R+2. On s'aperçoit que la terrasse devient une forme de terrain. Différents constats que vous connaissez probablement dans la plupart des villes anciennes sur lesquelles vous travaillez. Les formes de densification variées, l'obturation du paysage, l'abandon, les dégradations, etc. Pour comprendre finalement la nature. Je passe rapidement sur ces diapos. À partir de là, nous commençons avec les étudiants à former les étudiants et à nous former également à ce bâti en même temps. Je crois que l'aspect formation est évidemment très important pour comprendre en profondeur ces transformations des systèmes d'habitat et à faire donc ces fameuses extensions, ces fameux relevés monographiques qui ont pour but principal de comprendre les motivations des transformations du bâti à différentes étapes. Avec des relevés qui prennent en compte véritablement les modes d'habiter des habitants aujourd'hui dans l'habitat transformé. On essaie de comprendre quels sont finalement les différents modes d'individualisation de l'habitat, parce que ce qu'on constate très fortement, et je suppose que c'est la même chose en Algérie, c'est que l'habitat est en train de s'individualiser très fortement et c'est le principal moteur de la transformation. Donc si on ne comprend pas ça, on vide complètement de sens la médina. C'est-à-dire que si on ne donne pas, le constat que l'on fait sur ces 2 ans, si on ne donne pas aux habitants la possibilité de faire ces transformations qu'ils estiment vitales pour leur confort et leur bien-être en famille, leur nouveau type de mode de vie en famille, eh bien les habitants partiront. Donc la question qui se pose, c'est de savoir quelle réhabilitation on veut et pour qui. Voilà. Bon, je vais assez rapidement, et puis je repasse la parole à Rémi sur la phase maison laboratoire. Alors, je reviens sur 2 diapos qui sont passés parce que ça va permettre de donner des exemples très précis finalement de ce qui se passe. Quand vous avez vu, la terrasse devient un terrain. C'est-à-dire que dans un premier temps, si vous voulez, la question va se poser à Madia, une tension entre le tout béton et le tout patrimoine. Et le fil de rasoir que l'on va essayer de développer, c'est de trouver un mi-chemin entre les deux. Si on prend la terrasse, c'est très simple. Dans un premier temps, le tout béton consiste à refaire des terrasses pour pouvoir refaire des terrasses, pour des questions d'étanchéité. Si on prend l'aspect du patrimoine, on comprend qu'il faut refaire des terrasses à l'identique, tout ça coûte très cher et finalement les gens ne le font pas. Quand on fait des enquêtes, on commence à se dire que les questions thermiques, par exemple, vont être importantes et qu'il va falloir inventer des façons de faire des terrasses, à la fois avec des nouveaux matériaux et en respectant
une dimension thermique de ces terrasses, et en même temps, au cours de l'enquête, on comprend que les terrasses doivent être constructives. Donc par exemple, des terrasses qui peuvent être allégées ou des choses comme ça ne vont pas marcher. De même, si on regarde la question de l'humidité, on se rend compte que, évidemment, ces maisons sont très humides pour des questions essentiellement de capillarité. L'eau monte à travers les murs. Et dans un premier temps, ce que les habitants font, c'est qu'ils recouvrent de ciment. Le ciment, à son tour, se craque et tombe. Donc on met du carrelage dessus, qui à son tour tombe. Donc on voit bien que les habitants sont dans une véritable sorte d'impasse finalement. Ils ne savent pas comment régler ces questions. Donc la maison laboratoire va être ouverte pour pouvoir mettre en débat toutes ces questions-là, pour pouvoir finalement mettre en public le tâtonnement du chantier. Donc cette maison s'ouvre et on va commencer à faire des travaux expérimentaux dedans. On va couler une première terrasse avec des matériaux qui sont un mélange de chanvre, de chaux, d'alpha. On va faire des expériences diverses et variées, et tout le monde va passer. C'est-à-dire que ce chantier, il est d'abord matériel, comme n'importe quel chantier d'architecture, à deux exceptions près, c'est qu'il est ouvert à tout le monde et que le débat est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut dire, mais vous auriez pu faire ça, mais moi, il y a 45 ans, j'ai fait ça dans une maison, ou moi, j'ai appris à l'école d'architecture où je suis qu'il fallait faire ça. Et tout ça fait l'objet, le chantier est prétexte à tout ça. Donc ça veut dire que parallèlement à ce chantier visible, on a un chantier invisible, qui est un chantier de tout ce que les histoires, tout ce que se racontent les participants au chantier. Donc vous voyez, si on ne fait pas ce travail-là sur la façon dont les gens se représentent les choses, finalement, les histoires que chacun se raconte, on reste sur une position technique de certitude. C'est-à-dire qu'on peut dire que ce pêcheur, finalement, alors il trouve que la chaux, c'est très bien pour les murs de la maison. En fait, on apprend que finalement, à travers tout ça, il n'a pas compris que la chaux permettait au mur de respirer. Donc on peut se dire finalement, le pêcheur ne comprend rien, tant pis. Mais tant qu'on n'a pas agi là-dessus, tant qu'on n'a pas compris comment le pêcheur ne comprenait rien et comment éventuellement on pouvait avec lui l'accompagner dans une transformation de ce qu'il a l'habitude de faire et de ce que tout le monde a l'habitude de faire dans cette médina, on ne peut pas faire avancer cette question de la réhabilitation en prise avec les gens, en embrayage avec les habitants. Là c'est pareil, alors c'est une histoire un peu longue, mais peu importe, disons qu'un de nos collègues qui a très bien compris que la grande différence entre la chaux et le ciment, c'est finalement une question de respiration de mur, se met tout d'un coup pendant un débat qui a lieu sur le chantier, à employer le mot d'enduit bâtard. Et on va mettre beaucoup de temps pour comprendre que pour nous, en France, les enduits bâtards, c'est des enduits de mélange de chaux et de ciment, alors que pour lui, ça peut être un enduit simplement à la chaux, puisque c'est un enduit de surface, qui peut être en chaux ou en ciment, peu importe, mais donc, si vous voulez, c'est en mettant en écoute tout ça, en étant très attentif aux contradictions, à ce que les gens disent d'opposer, que l'on va commencer à comprendre comment trouver des lignes de compromis entre la réhabilitation patrimoine, monument historique, secteur sauvegardé d'UNESCO, et ce que les gens font concrètement quand ils sont confrontés à des problèmes de pathologie finalement, ou d'extension, de pathologie du bâtiment ou d'extension de leur maison. Pour conclure, donc cette maison laboratoire a eu le chantier visible et invisible. Le chantier invisible est finalement la raison pour laquelle nous avons conduit, nous avons mené cette aventure pendant plusieurs années jusqu'à son achèvement récent, en tout cas du côté français. Le chantier invisible comporte aussi évidemment des phases d'exposition publique, des phases de mise en débat. Nous avons eu un film qui a été fait constamment avec l'ensemble des passants, touristes, non, habitants, etc., qui venaient donner leur avis. Nous nous sommes rendus compte, au bout du compte, que la vocation première de cette maison, pour certains, était d'en faire aussi un lieu de débat.
technique de chaud, pas chaud, quel matériau, sachant qu'à chaque fois on ouvrait quelque chose de béant, c'est-à-dire des représentations qui n'étaient pas stabilisées, mais beaucoup plus loin que ça, faire un lieu de débat sur la transformation de la ville et aussi des mobilités. Et on a vu que ces questions-là préoccupaient énormément les gens et qu'ils trouvaient là un espace d'expression. Et finalement, cet espace d'expression qu'ils ont pu trouver, qui est véritablement le sens ultime de cette que nous pourrions donner à cette participation, a été les raisons aussi de l'échec de notre côté de ce projet, les raisons pour lesquelles, à un moment donné, ce projet a pris probablement trop d'autonomie vis-à-vis en tout cas du pouvoir local, et cette autonomie a été jugée un peu gênante, probablement, puisqu'effectivement tout le monde rentrait dans cet espace et pouvait débattre à propos des murs, à propos des matériaux, mais aussi plus largement du devenir de la ville. Et cela a commencé à poser quelques questions qui étaient probablement en opposition avec une vision strictement patrimoniale du bâti qui n'était pas la nôtre. Et fort de cette opposition, nous sommes retirés du projet qui a continué son chemin, mais de façon strictement patrimoniale pour le coup. Donc on voudrait signaler très fortement l'importance aussi, quand nous sommes dans un projet de coopération, les coopérations pas simplement internationales, coopérations tout court entre différents types d'acteurs, étudiants, académiques, locaux, etc., l'importance de l'autonomie d'un projet comme celui-là. La dimension politique de l'autonomie est extrêmement importante à souligner, et c'est celle-là qui permet effectivement d'aller jusqu'au bout d'une expérimentation, y compris en formant et en se formant. C'est-à-dire que la conviction que nous avons eue depuis le départ, c'est